Et merci de rester avec nous sur France 3 pour cette grande soirée avant les élections législatives. Le débat continue et on s'intéresse maintenant à la première circonscription de la Nièvre, celle qui longe la Loire, un territoire qui va de Caunes à Nevers en passant par la Charité, près de 102 000 habitants. Une circonscription qui n'a pas échappé à la déferlante RN aux dernières législatives, aux dernières européennes, puisque la liste Jordan Bardella est arrivée largement en tête avec 37,8% des suffrages. Et avec nous ce soir, sur ce plateau, 4 invités. Perrine Goulet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée sortante, vous vous présentez sous l'étiquette Modem et vous êtes la candidate de la majorité présidentielle. Avec nous aussi Charles-Henri Gallois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat investi par le Rassemblement national. Autour de la table aussi Baptiste Dubost, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat LR et président des Républicains, justement, dans le département de la Nièvre. Et puis enfin, Brice Larep, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la France Insoumise, soutenu par le nouveau Front Populaire. Merci à tous les 4 d'être là. Je vais, pour être très complète, préciser qu'il y a 2 autres candidats engagés dans cette course aux législatives. Il s'agit de 2 femmes, Chantal Varela pour Debout la France et Geneviève Lemoine pour Lutte ouvrière. On va commencer, si vous le voulez bien, ce débat avec une première question sur le sens de vos candidatures. Pourquoi vous présenter ? Pourquoi repartir pour certains d'entre vous ? Perrine Goulet, vous n'avez jamais songé à jeter l'éponge ? Du tout, parce que pour moi le travail n'est pas terminé. On s'est arrêté au milieu de certains textes qui ont pour moi une importance primordiale. La fin de vie, la loi d'orientation agricole, mais aussi mon travail sur l'enfance. Et je compte bien continuer à mener ces travaux-là. Et puis pour mon département, vous le savez, je suis très investie. Il y a de nombreux projets dans mon département que je souhaite voir aboutir. Et donc c'est pour ça que, bien entendu, je me représente et que j'ai bien l'intention de continuer mon travail sur cette première circonscription. C'est pourtant prendre le risque d'un vote sanction ? De toute façon, dans la politique, il y a toujours des risques. Mais en tout cas, moi, je crois fortement que je peux continuer mon travail pour les Nivernais. Donc vous repartez. Charles-Henri Gallois, je me tourne vers vous. C'est la 3e fois que vous vous présentez. D'abord, c'était avec l'UPR, le parti de François Asselineau, puis en tant que souverainiste en 2022. Aujourd'hui, avec l'étiquette du Rassemblement national. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un moment démocratique historique. Et je pense que la France fait face à 2 dangers. J'aurai l'occasion certainement de le développer ce soir. Mais il me semble qu'il y a 3 blocs qui se dessinent dans le paysage politique français. Celui évidemment du Rassemblement national et de l'Union nationale que nous portons, qui est arrivé largement en tête lors des élections européennes. Il y a évidemment le bloc de la Macronie et le bloc du nouveau Front populaire. Et je considère que le projet le plus sérieux, le plus cohérent pour redresser la France est porté par l'Union nationale. Et je considère que les 2 autres options, à savoir 3 ans de plus d'Emmanuel Macron ou le saut dans l'inconnu du nouveau Front populaire avec des mesures qu'on pourra détailler, sont des dangers mortifères pour la France. Mais pourquoi le RN aujourd'hui et pas hier ? Parce que le moment, encore une fois, est historique et que les Français sont face à 2 dangers et qu'il faut décider. Et je pense que le Rassemblement national, avec des priorités comme le pouvoir d'achat, l'immigration et la sécurité, répondent à ce que veulent les Français et surtout éviteront à la France de tomber dans le chaos. Et c'est pourquoi j'ai porté ma candidature alors que je n'ai pas beaucoup d'intérêt personnel à le faire. Merci beaucoup. Brice Larep, vous vous défendez, je le disais, les couleurs de la gauche. Pourquoi vous présentez-vous ? Tout simplement parce qu'on est dans une crise démocratique absolument majeure. On a un président qui est arrivé qui a poussé à bout tout simplement la Ve République. Il en est arrivé à une dissolution sur un coup de sang après une défaite monumentale au soir des Européennes. Et je pense qu'il est grand temps de mettre fin à cette Ve République. Et moi, je suis là pour porter la voix de la 6e, tout simplement pour redonner confiance aux Français en la démocratie. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse être étonné qu'on aille chercher un candidat en Saône-et-Loire, puisque vous êtes de Châlons, alors qu'on est sur les terres de François Mitterrand ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de candidat valable pour la gauche dans la Nièvre ? Vous savez, quand on est candidat aux élections législatives, on est candidat pour mener une politique pour tous les Français, pas uniquement pour un territoire. On prend nos remontées de terrain auprès des élus de terrain. En Nièvre, on a des élus très compétents, et c'est auprès d'eux que je m'appuierai. Ils connaissent leur territoire, leurs retours sont absolument importants, et je compte sur eux. Et sur leur remontée de terrain, vraiment, c'est là-dessus que je m'appuierai. Mais j'insiste, quand on est élu député, c'est pour toute la nation, vraiment. Baptiste Dubost, première candidature pour vous. Pour quelle raison vous êtes sur la ligne de départ ? Mais parce que j'ai toujours été engagé. Mon premier engagement politique, c'était en CM2 et en 6e, où j'étais conseiller jeune à la ville de Nevers.
Voilà, j'ai été élu président des Républicains de la Nièvre il y a 7 mois et j'ai aussi des engagements très forts professionnellement et sur le terrain associatif. J'ai beaucoup fait d'associations en tant qu'étudiant en pharmacie et aussi je vais revenir travailler dans la Nièvre, plus particulièrement à Nevers pour récupérer la pharmacie de ma mère. Donc voilà, sur tous les fronts. Alors depuis 10 jours, ça ne vous a pas échappé, c'est un véritable feuilleton politique auquel nous assistons après la victoire de l'extrême droite aux européennes. Dissolution, alliance, rupture, tension. Comment vous la qualifiez cette semaine de rebondissement ? Une semaine d'éclaircissement. On voit bien les masques tombent. Moi, je revis ce que je vis à l'Assemblée nationale tous les jours, c'est-à-dire le bazar entre LFI d'un côté et RN de l'autre, qui pousse à l'extrême, comme on voit à l'heure actuelle, et puis des républicains qui sont un peu éparpillés, comme on le vit aussi à l'Assemblée nationale. Donc, en fait, pas de surprise, c'est exactement ce qu'on vit à l'Assemblée nationale. Républicains éparpillés. Alors moi, je ne suis pas du tout sur la ligne d'Éric Ciotti, donc si vous voulez, on a quand même investi 430 candidats sur 577, et Éric Ciotti n'a réussi à en mener qu'une soixantaine, dont 3 anciens LR. Donc franchement, il n'a pas réussi son coup, le coup qu'il a voulu faire contre le parti, contre les adhérents, contre nous. Après, si vous voulez, moi je considère que c'est Emmanuel Macron, le gouvernement et la majorité qui a fait qu'on a le Rassemblement national aussi fort et qu'on a un Front populaire qui s'organise contre le Rassemblement national. Donc pour moi, il y a 3 extrêmes, extrême droite, extrême gauche et extrême centre, qui sont 3 non-solutions pour la France. Alors, on va revenir sur tous ces sujets. D'abord sur cette folle semaine, un mot pour la qualifier, et ensuite moi, sur je voudrais revenir déjà alliances. sur un point. Quelle valeur vous accordez au Conseil d'État, monsieur ? Je me pose sérieusement la question. Le Conseil d'État a statué, nous ne sommes pas d'extrême gauche. Nous sommes de gauche. Ça fait 2 fois qu'il statue. Donc, soit vous n'avez aucun respect pour le Conseil d'État et les institutions, soit vous n'en avez tout simplement pas connaissance. Mais est-ce que j'ai le droit de le dire ? Ah, le droit de le dire, c'est une chose. Mais à un moment donné, le Conseil d'État a statué. Donc vous validez tout ce que a pu dire le Conseil d'État ? Vous êtes en train de... En l'occurrence là-dessus, oui. Ah, donc sur d'autres sujets, non, par contre. Il statue sur la situation politique des uns et des autres. Il a statué, nous ne sommes plus d'extrême gauche. Donc je vous remercierai de ne pas vous en prendre à la camarade de lutte ouvrière qui n'est pas présente sur le plateau, malheureusement. Charles-Henri Gallois, sur cette folle semaine et ces rebondissements, comment vous avez vécu les choses ? Je pense que Emmanuel Macron, qui s'est investi massivement dans la campagne des élections européennes, de même que le Premier ministre et le gouvernement, a pris acte en fait des résultats. Et les résultats, ce sont des sanctions très importantes de la part des Français vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Je veux dire, le bilan en fait de la Macronie est absolument catastrophique à tous les niveaux. Une politique antisociale avec la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, la première, la deuxième qui est à venir. Et il y a le bilan économique en fait. Moi, c'est mon secteur, l'économie. Je peux vous dire que d'un point de vue des finances publiques, on n'a jamais vu ça. 1000 milliards d'euros de dette publique en plus en 7 ans. Il avait fallu avant 50 ans en France pour faire ça. Vous avez des records de niveau d'émigration, des records de déficit commercial, encore 100 milliards d'euros l'année dernière. Donc ce sont des chiffres très importants. En fait, vous avez certainement suivi, aujourd'hui, la Commission européenne a mis la France en procédure de redressement pour déficit excessif. Et en fait, c'est ça le bilan d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire. Et c'est pour ça que j'insiste, 3 ans de plus d'Emmanuel Macron porterait la France à la ruine. Ils ont fait des erreurs de dépenses publiques absolument colossaux. Je pense aux emprunts indexés sur l'inflation, ça a coûté 30 milliards. Au bouclier tarifaire, ça a coûté 50 milliards. Ce sont des erreurs financières énormes. Et la Macronie, évidemment, est comptable de tout cela. Les erreurs de la Macronie, Perrine Goulet, pour la réponse. Non, mais moi, ça me fait doucement rire quand on parle économie et qu'on a les pompiers pyromanes qui sont ici. C'est-à-dire que nous, ça fait plusieurs mois qu'on dit qu'il faut baisser les dépenses publiques et la dette. Or, on a 3 candidats qui représentent 3 courants politiques. Les 3 proposent entre 100 milliards de dépenses en plus et 150 milliards de dépenses en plus. D'après vos chiffres. Donc, à un moment... Non, c'est les chiffres très clairs. Vos chiffres, oui. Et de toute façon, on voit bien là qu'on est dans le pompier pyromane. C'est-à-dire on crie au feu, mais on ne sera pas capable de faire mieux. Quant à la réforme des retraites, j'aimerais bien savoir si vous la faites ou pas. Parce qu'on ne sait pas trop si vous annulez ou pas la réforme des retraites. Et qui plus est, quand on est à 40 ans, à 60 ans, c'est exactement la réforme à l'heure actuelle. Donc je ne vois pas ce que vous allez changer. Et après, le chômage, bien entendu, moi je pense qu'il faut sortir les gens du chômage pour leur redonner envie d'aller en retraite, pas en retraite, mais d'aller au travail. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire cette réforme du chômage. Et je ne vous ai pas coupé, monsieur. Et sur l'immigration, juste rappeler que depuis 2 ans, on a 60% de plus d'OQTF. Donc je pense qu'on a traité cette question de l'immigration.
Je vais juste répondre là-dessus. Sur l'immigration, c'est une blague. Vous savez que les OQTF, il y a à peine 7% des OQTF qui sont appliqués. Les étrangers délinquants ne sont pas expulsés, les fichiers S ne sont pas expulsés. C'est absolument une catastrophe sur tous les niveaux. 500 000, vous ne pourrez pas faire mieux, puisque M. Bardella a dit tout à l'heure qu'il ne reviendrait pas sur les accords internationaux. Donc vous ne pourrez pas renvoyer de toute façon. Bien sûr qu'on peut le faire. Mais non, il a dit qu'il ne revenait pas dessus, M. Pour ce qui est de Bardella. 500 000 immigrés par an en France additionnels, vous vous rendez compte que pour la Nièvre, c'est 2,5 fois la population de la Nièvre chaque année. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique et Saint-Cyr pour comprendre qu'à ce niveau d'immigration massive qu'on hérite de la Macronie, on ne peut pas intégrer les gens, on ne peut évidemment pas les assimiler, et ce n'est pas un service à rendre aux gens de les accueillir dans de telles conditions. Donc je pense que c'est une catastrophe, et il faut évidemment agir là-dessus. Il faut agir aussi pour expulser les étrangers délinquants qui donnent une mauvaise image à une majorité de Français qui sont installés en France, qui eux veulent s'intégrer. Donc ça n'est pas fait, et nous le ferons dès l'arrivée au pouvoir. Sur ce que vous venez d'entendre. On voit très bien qu'on a un concours d'inhumanité. De toute façon, c'est très clair. On a des gens qui préfèrent tout simplement laisser mourir des humains dans la Méditerranée ou les renvoyer dans des pays en guerre. C'est absolument... c'est un concours... Totalement faux. C'est vraiment le concours l'épine de l'inhumanité. C'est absolument insupportable. À un moment donné, les immigrés, ils sont là, ils consomment aussi en France. Ils rapportent de l'argent, ils rapportent des taxes. Très bien. Oui, tout à fait, parce qu'on n'est pas capable de les accueillir. On ne met pas les moyens nécessaires pour les accueillir. Combien ni les moyens humains, ni les moyens financiers. Si on veut parler d'argent, l'argent, on sait où le trouver, vous savez. On ira le chercher là où il faut. On a Donc le vous ne CICE. savez pas encore. Ça se chiffre. Donc c'est pas chiffré. Est-ce que vous avez tous une feuille de route économique ? Bien sûr. Le Rassemblement national. Bien sûr. L'important c'est le pouvoir d'achat, je pense, pour les Français. Et nous, dès l'arrivée au pouvoir, la première mesure qu'on fera, c'est de baisser la TVA sur l'énergie, ce qui rendra du pouvoir d'achat aux Français. Et il y a aussi une mesure... Alors pourtant, je lisais ce matin qu'elle était abandonnée, cette mesure. Pas du tout. Il y a quelques usages ces derniers jours. Ça change tous les jours. Je vais vous expliquer parce que vous n'avez visiblement pas écouté. C'est le reniement, en fait. Pour l'énergie, c'est fait dès l'arrivée au pouvoir. Et pour les produits de première nécessité, comme ça nécessite une renégociation, ça sera fait à l'automne. Mais je parlais de l'énergie. Donc il faut connaître les dossiers, c'est ce que j'expliquais. Oui. L'énergie, on est bloqué par une directive européenne qui bloque à 15% les carburants. C'est à 5%. Non, 15%, monsieur. C'est à 5% le taux plancher de TVA. Et non, 15% pour la partie gasoil. Il y a autre chose qu'on peut faire. C'est évidemment de rétablir un tarif national de l'électricité, et avec la baisse de la TVA et le rétablissement d'un prix national de l'électricité, vous pouvez baisser la facture d'électricité pour les Français de 40%. Là où Emmanuel Macron l'a augmenté de 40% en 2 ans, ce qui est insupportable. Je voudrais qu'on fasse une petite pause et qu'on parle un petit peu des alliances, parce que les gens sont là pour comprendre un petit peu ce qui se passe aussi et pour qui ils vont voter. À gauche, un nouveau Front populaire. Je voudrais qu'on en parle avec vous, Brice Larappe. Est-ce que c'est un accord électoral ou est-ce que c'est une union ? Non, c'est un accord programmatique. Nous nous sommes mis d'accord sur un nombre de propositions très claires qu'on va appliquer dans un ordre précis. Nous avons des mesures d'urgence, des mesures à appliquer dans les 100 premiers jours, et après nous avons un programme pour les 3 années jusqu'à la prochaine présidentielle. Les gauches sont réconciliées ? Les gauches sont réconciliées, oui. Il le faut. Les Français ont besoin d'avoir une gauche forte et unie en France. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Moi je dis les accords du Hamas. En fait, on regroupe des gens qui ont pensé différemment pendant les européennes, avec un LFI qui n'a parlé que de la Palestine au lieu de parler d'Europe, dont les Français avaient besoin qu'on leur parle d'Europe, parce que on se décide en Europe des choses pour eux, pour les Nivernais, pour les Français, et voilà, donc on fait des accords avec des gens avec qui ils ne s'entendaient pas du tout dans les plateaux il y a un mois, pendant les européennes. Perrine Goudet, le président, il a disparu de vos affiches, vos tracts de campagne. Il ne fait pas bon de s'afficher avec Emmanuel Macron aujourd'hui ? Alors moi, il avait déjà disparu il y a 2 ans. Donc quand vous avez quitté ? J'ai pas du tout... Aujourd'hui, en tout cas, sur les tracts, c'est Gabriel Attal qu'on voit. Non, moi, c'est la même chose qu'il y a 2 ans. Vous pouvez regarder, c'est ma charte graphique, c'est la même photo, c'est les mêmes arguments. Je n'ai rien changé depuis 2 ans. Est-ce que vous sentez cette hostilité envers le président qu'on entend, nous, dans nos reportages ou sur le terrain, régulièrement ? Écoutez, moi, en tout cas, j'entends les Nivernais, je discute avec eux. Il y a des choses à modifier. On n'a pas tout fait bien. Ça, je pense que c'est important de le dire. Maintenant, il y a des choses importantes. Quand j'entends qu'on va mettre un tarif national EDF, c'est déjà le cas. Ça s'appelle le tarif bleu chez EDF. Je vous invite à regarder. Ce n'est pas la même chose. Si, c'est exactement la même chose. Vous expliquer. Et puis, j'aimerais bien, en service public, vous nous disiez, du coup, avec ce que M. Tanguy a dit, vous gardez la poste ou vous le donnez à Amazon ? C'est pas du tout ce qu'il a dit, en fait, vous n'avez encore pas suivi. Vous voulez que je vous le redise, la phrase exacte ? Je vous explique. La question est claire, vous n'avez pas l'air de connaître votre programme. Oui, il n'a pas l'air, donc je vais vous expliquer. Jean-Philippe Tanguy a dit que justement, on pouvait taxer Amazon
pour faire face à ces problèmes. Donc vous n'avez pas suivi le dossier. Il a non, d'ailleurs alors, c'est pas, si vous voulez, je vous redonne sa phrase exacte. Mais si vous voulez, L'État verse 300 millions pour le service public postal. On peut bien trouver un arrangement en reportant cela sur Amazon ou autre. Oui, reportant cela. Reportant cela en taxant. Les agences postales qui sont très importantes dans notre ruralité. Vous racontez absolument n'importe quoi. C'est dramatique. C'est dramatique. Une députée de la Nation ne connaisse même pas les dossiers. C'est pas une problème de connaître, c'est exactement les propos de vos collègues du Rassemblement national. Vous ne connaissez pas le dossier, Jean-Philippe Tanguy. D'ailleurs, Reniveau l'a retweeté derrière. Les Nivernais nous écoutent bien là. Il a expliqué que c'était une taxe par rapport à Amazon. Moi, je suis sidéré qu'une députée de la Nation ne connaisse pas le dossier ou cherche à déformer des propos. En fait, la Macronie a fait une loi sur les fausses informations, mais c'est le premier pourvoyeur de fausses informations en France. Et Madame la députée sortante montre encore une fois qu'elle ne connaît pas le dossier. Moi, je suis sidéré. Et si vous voulez, on pourrait parler, si vous voulez, du saccage du nucléaire. Je pense que ça vous parlera par Emmanuel Macron. La fermeture de Fessenheim qui était une catastrophe. La loi de programmation de 14 réacteurs nucléaires qui ont saccagé le nucléaire. Charles-Henri Gallois, vous êtes vraiment en avance en termes de temps. On va donner la parole à Brice Larrey parce que la parole doit tourner. C'est ironique, vous connaissez même pas votre propre programme. Il change tous les 2 jours. Tous les 2 jours, on a des annonces différentes. C'est que vous ne connaissez pas les dossiers en fait. Non, c'est pas qu'on ne connaît pas les dossiers, c'est que vous changez de programme au gré du vent. Pas du tout. Vous passez votre temps à mentir aux Français. Mais on va parler de votre programme. On va parler du programme, vous inquiétez pas. Comment vous pouvez critiquer Madame Goulet là-dessus? Vous êtes exactement le même. Vous avez exactement la même vision économique. Il faut réduire les dépenses. Réduire les dépenses de l'État, ça veut dire moins de services publics. Vous allez faire quoi? Vous allez fermer France 3 Bourgogne. Vous allez annuler le service. Vous allez supprimer le service public de l'information dans la Nièvre. Vous allez faire quoi en fait? Parce que concrètement, votre programme il change tous les 2 jours. On a des annonces contradictoires tous les 2 jours. Mais allez-y, expliquez-nous. On serait ravis de l'entendre. On écoute les Je vous ai expliqué sur la TVA. Si vous voulez, je vais vous parler aussi un petit peu de votre programme parce qu'il est intéressant. Vous avez un programme qui est farouchement anti-nucléaire, ce qui sera une catastrophe pour la souveraineté de la France, souveraineté énergétique, industrie. C'est vrai que Jordan Bardella est revenu sur une partie des promesses de campagne, la retraite, le port du voile dans l'interdiction du port du voile. Il n'y a pas l'interdiction du port du voile, ça fait plus de 2 ans que Marine Le Pen a dit que ça ne se ferait pas. Vous savez très bien que pour ce qui est de la réforme des retraites, il y aura un audit des dépenses publiques et que ça aura lieu à l'automne lors de l'examen du budget. Et je reviens sur le programme quand même du nouveau Front populaire, parce qu'on nous explique un programme anti-nucléaire, un programme aussi d'immigration illimitée, un programme qui met fin aux droits de propriété avec les squats permis, le non-paiement des loyers, et un programme économique qui pour le coup catastrophique. Je voudrais effectivement revenir sur cette histoire de nucléaire qui serait la souveraineté de la France. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas sans savoir que le combustible, il n'est pas originaire de France. On va le chercher ailleurs. On a quand même fait des mines au Niger, on va le chercher au Kazakhstan, on va le chercher au Canada, ça traverse la terre entière pour arriver chez nous. Donc comment vous pouvez parler de souveraineté? Et vos éoliennes, elles viennent pas de Chine, monsieur? Faites les mines en France et vous allez voir la réaction des Français quand il y aura les pollutions générées par les poussières radioactives. Elles viennent pas de Chine, les éoliennes, allez voir les conséquences des mines d'uranium. Allez voir les conséquences des mines d'uranium au Niger sur la santé des gens. Allez les voir et dites aux Français que vous voulez faire ça en France. On va voir leur réaction. Je vous propose, s'il vous plaît, messieurs. Je veux bien qu'on nous parle de souveraineté énergétique, mais sur le nucléaire, désolé, c'est de l'importation. C'est 9000 tonnes par an qui sont importées. Messieurs, on avance dans le débat, s'il vous plaît, sinon je coupe les micros. C'est une circonscription, celle de la Nièvre, dans laquelle beaucoup de Bourguignons pourraient se reconnaître, que ce soit au niveau de l'emploi, des transports, de la santé. On est ici à la croisée de tous les chemins. Rappelons que la Nièvre est à l'ouest de la Bourgogne, avec un vote des champs dominé par Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a, et je pose la question à tout le monde, un sentiment de relégation pour une partie de la population? Moi, je pense que les Français et les Nivernais, en partie, votent Marine Le Pen parce qu'ils n'en peuvent plus d'Emmanuel Macron. Ils sont déçus par la gauche, la droite. Voilà, on en porte aussi notre responsabilité, mais c'est pour ça qu'on revient. Nous, on a un certain nombre de jeunes à venir à se présenter auprès des Nivernais et à proposer autre chose à droite. Donc, bien sûr, mais... Sentiment de relégation ? Oui, non ? Non, pas du tout. Ils votent intelligemment, ils savent très bien ce qu'ils font, mais ils ne votent pas forcément pour, ils votent contre. Sentiment de relégation, Perrine Goulet. Moi, je l'entends, mais on a quand même fait beaucoup de choses. Les maisons France Service qui ont ramené les services publics dans nos territoires. On a des avancées intéressantes sur la santé. On a amené l'hélicoptère sanitaire. On a en cours l'hôpital de Cône-sur-Loire qui est en train d'être construit. Et puis, on a la rénovation aussi de la filière psychiatrique, sans oublier la caserne de Saint-Éloi qui va permettre de ramener aussi des forces de sécurité dans notre territoire. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ce sentiment-là ? Non. Alors après, c'est pas que je ne suis pas d'accord. Je peux comprendre que certaines personnes le ressentent dans certaines parties du territoire, mais on a commencé à remettre du service public et à répondre à ces choses. C'est quand je vous ai dit tout à l'heure pourquoi je m'ai engagée, c'est pour continuer tous ces chantiers qui pour moi sont primordiaux. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Je pense qu'il faut continuer à ramener du service public
Typiquement, on continue avec les maisons France Service, mais c'est également prendre en compte la partie santé, et c'est ce qui est en train d'être fait, mais continuer aussi à accompagner les entreprises, parce que sans entreprises, notre territoire serait mort. Et donc, voilà, moi j'ai accompagné plusieurs entreprises quand elles étaient en difficulté. Je continue avec certaines à monter un réseau pour qu'elles puissent travailler entre elles. Donc c'est vraiment du concret pour, à terme, bien entendu, on partait de loin, ça je pense qu'il faut le dire, pour remettre la confiance pour les Nivernais, et je pense que c'est très important. Je pense juste pour reprendre, il y a une différence entre ce qui se fait en local et ce qui est fait au niveau national. Et je pense que les Français punissent Emmanuel Macron de ce qui est fait au national. Certes, au niveau local, il y a des bonnes choses qui arrivent, mais il faut avancer, continuer. Moi, je pense qu'il y a réellement un sentiment de déclassement. On le voit en Nièvre, on le voit partout en France. Plus les services publics sont détruits, plus il y a un vote Rassemblement National. Mais qu'est-ce que vous connaissez de la Nièvre ? Qu'est-ce que je connais de la Nièvre ? Mais madame, on le retrouve partout en France. On le retrouve partout en France. Que vous habitiez en Nièvre, en Saône-et-Loire, dans la Meuse, dans toutes les circonscriptions, dans tous les territoires ruraux, on le voit. On voit cette case des services publics. Et c'est là que le vote Rassemblement National est le plus fort. C'est les conséquences de votre politique depuis 7 ans. À vous écouter, on a l'impression que vous avez tout bien fait, mais que ça nécessite que quelques ajustements. Non, vous avez détruit les services publics. Vous avez passé votre temps à les détruire. Ramener des maisons France Service, et dans les départements où il n'y en avait pas, c'est-à-dire qu'à moins de 30 minutes de chez vous, vous pouvez aller voir un professionnel qui est capable de vous répondre sur la CAF, sur la CPAM, sur votre retraite, sur la poste, sur beaucoup de choses. Moi, je veux bien, mais on en a justement bien plus ramené. Avant, il fallait qu'ils aillent à Nevers. Maintenant, à 30 km de chez eux, ils peuvent le faire. À moins de 30 minutes de chez eux. Peut-être qu'ils ont besoin d'être soignés à moins de 30 minutes de chez eux. Et ça, c'est pas le cas. Avec le nouvel hôpital de Cône. C'est pas le cas aujourd'hui. Vous connaissez quoi du dossier de l'hôpital de Cône ? Pour le moment, pas grand-chose, mais je vais me renseigner dessus. Je pense qu'on a des élus tout à fait compétents à Cône qui pourront me renseigner là-dessus. Élus, je vous rappelle que vous n'êtes pas sénateur, vous êtes représentant du peuple, pas des élus. Depuis tout à l'heure, vous parlez que vous allez vous appuyer sur les élus. Oui, tout à fait. Présentez-vous sénatorial, ce sera plus simple à mon avis. Non, je ne crois pas. Je crois que même en tant que député, on doit aussi s'appuyer sur le retour des élus de proximité. Pas que. Il y a aussi les gens, et ça, vous ne les connaissez pas, les gens. Je connais les gens partout, madame. Non. J'ai été partout en France. La case des services publics, elle est la même partout en France. Et ça, c'est votre politique depuis 7 ans, madame. Quelle politique vous préconisez en matière de services publics ? Là, j'ai l'impression, on nous dit comme si c'était un sentiment d'abandon des services publics. Non, c'est une réalité. C'est comme quand on nous parle de sentiment d'insécurité. Il y a la réalité des chiffres, et là, c'est la même chose. On nous dit qu'on a fait plein de choses. C'est très bien, mais je rappelle quand même que la maternité de Cône a fermé. Et vous avez maintenant le président de la République qui vous explique qu'il faudrait un réarmement démographique. C'est quand même dommage de fermer les maternités et d'expliquer après qu'il faudra un réarmement démographique. Donc il y a une incohérence en fait qui est totale, comme dans toute la politique qui a été faite par Emmanuel Macron. Il était farouchement anti-nucléaire, il a tout fermé. Maintenant, il comprend qu'on va droit dans le mur par rapport aux mesures qu'il a faites. Il comprend que, évidemment, que si on veut faire une transition écologique, il faut de l'électricité et donc il faut du nucléaire. Rappelez-moi qui était contre le nucléaire il y a 5 ans. Marine Le Pen ? Pas du tout. Ah bah si, je vous invite à Pas reprendre du ses tout. propos, vous Pas verrez. du tout. Elle l'a Pas même du dit tout. qu'elle était revenue dessus. Pas du tout. Sur la maternité de Cône-sur-Loire. Sur la maternité de Cône, on avait de grosses difficultés et qui avait été donnée au privé. C'est une clinique qui avait été donnée au privé. Nous, ce qu'on ramène là, c'est un hôpital public. Et ça, c'est important. On passe de privé à Cône dans un hôpital public. Et ça, je pense que c'est une victoire pour Cône. Mais je pense que nos concitoyens nivernais voient bien l'abandon des services publics. Qu'est-ce que vous préconisez au Rassemblement National ? Vous n'avez pas répondu à ma question. Il y a une mesure concrète pour les déserts médicaux, notamment, qu'on propose, une mesure de court terme qui est d'exonérer d'impôt sur le revenu des médecins qui reviendraient travailler, parce que malheureusement, il n'y a pas assez de médecins, et une mesure de plus long terme qui est de libéraliser complètement le numerus clausus, et ça n'a pas été fait par la Macronie, contrairement à ce qui a été dit, ils ont juste relevé le plafond. Nous, on veut augmenter très fortement le plafond pour éviter de faire venir des médecins étrangers, plutôt former nos jeunes médecins français. Il y en a plein qui sont recalés à cause de ça. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est une mesure de long terme. Évidemment, à court terme, la seule solution qu'on peut faire, c'est cette mesure d'exonération d'impôts pour les médecins, pour qu'ils puissent travailler. C'est très utile dans les zones rurales. Parce on fait tourner la parole, monsieur Gallois. Vous êtes un petit peu en avance. Comment on attire les jeunes médecins ? Est-ce qu'on les oblige à venir s'installer dans la Nièvre ? Je pense qu'il va falloir, oui. À un moment donné, il va falloir réguler l'installation des médecins. C'est une priorité. On ne peut pas laisser des territoires sans médecins en zone rouge comme ça pendant des années, des années, des années. Ils font 10 ans, voire plus, 14 ans d'études. À la fin, ils sont fatigués comme pas possible. Et en plus, on leur rajouterait une obligation de s'installer à tel endroit. Non, je pense que... Des études payées par l'État. Oui, bien sûr. Mais vous savez, combien ils gagnent par heure quand ils font des stages à l'hôpital ? C'est dérisoire. C'est vraiment minime. Mais bien sûr, c'est normal qu'il y ait une contrepartie, mais il faut trouver un juste milieu. C'est-à-dire pour que tout le monde soit d'accord. Moi, ce que je propose surtout, c'est augmenter les places, mais c'est surtout ouvrir les stages dans le privé. Parce que les médecins qui sont dans les cliniques privées, ils ont été formés
dans les mêmes facultés que les médecins d'hôpitaux publics. Donc déjà, on récupère un terrain de stage parce qu'on n'augmente pas des places pour augmenter des places. Si ces places sont à ce niveau-là, c'est parce qu'il n'y a pas assez de terrains de stage. Donc on crée des terrains de stage dans le privé et en plus, on évite que ces Français qui sont déboutés des études de médecine qui ont raté la première et la deuxième chance, on évite qu'ils partent à l'étranger pour revenir. Parce qu'aujourd'hui, Perrine Goulet, on fait venir des médecins à Nevers en avion. Est-ce qu'on doit se réjouir de ça ? Non. Alors, je ne m'en réjouis pas forcément, mais c'est des personnes qui auparavant prenaient leur voiture pour aller en consultation à Dijon. On emmène des spécialistes qui viennent à Nevers. Donc, bon an, mal an, on est sur la même charge carbone notamment, parce que c'est ce qui nous a été reproché. Et après, imposer les gens à venir dans notre territoire, quand on a 85% du pays qui est en désertification médicale, je ne vois pas comment on va imposer de les mettre à droite ou à gauche. Alors comment régler le problème ? Typiquement, c'est ce qu'on a commencé à faire, puisque là, j'entends qu'il faut exonérer les médecins. Donc nous, on a déjà exonéré une partie de ça il y a 2 ans dans un décret, notamment sur les cotisations qu'ils n'ont plus besoin de payer. Donc ça, c'est déjà fait. Quand ils sont en zone de revitalisation rurale, comme chez nous dans la Nièvre, ils ont également exonéré de plusieurs cotisations. Donc ça, c'est déjà le cas. La Saône-et-Loire emploie ces médecins. Et après, continuer à accueillir. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire, notamment avec l'université de Dijon, pour que nos terrains de stage qui sont vides dans la Nièvre puissent être gréés par Dijon. Et bien entendu, on continue à travailler avec Tours et Clermont-Ferrand pour que les jeunes qui partent en études là-bas puissent revenir faire le stage chez nous. La Saône-et-Loire emploie ses propres médecins. Est-ce que c'est quelque chose, un dispositif qu'on peut généraliser, qui serait intéressant pour ce département de la Nièvre ? Alors, c'est en cours d'être mis en place par le département, mais la seule problématique, on voit aussi qu'il y a une baisse du temps médical, puisqu'ils sont à 35 heures dans ces embauches, alors que nous, en général, un médecin fait entre 50 et 60 heures. Donc, ce n'est pas la solution à tout, puisqu'on va avoir une baisse du temps médical. Tout simplement, les médecins, effectivement, en Saône-et-Loire font 35 heures. C'est peut-être pour ça qu'ils viennent. Ici, c'est 60 heures. C'est plus compliqué, c'est plus long. Un mot peut-être sur le pouvoir d'achat. C'est quand même une question très importante pour ceux qui nous regardent. Dans la Nièvre, on utilise beaucoup la voiture. Est-ce qu'il faut bloquer les prix de l'essence ? Il faut supprimer la taxe sur la taxe, en fait. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, mes parents, autour de moi, ils se plaignaient d'avoir l'essence à 1,20 €. Là, on a eu les gilets jaunes au début du premier quinquennat, qui a complètement tué la France, même sur les commerces, ça a été affreux. Mais bien sûr qu'il faut réguler le prix de l'essence et en supprimer des taxes sur les taxes. Je veux dire, on n'en peut plus, là. Les taxes, on en a jusque-là, quoi. Moi, je l'ai dit, ce sera une de nos premières mesures. On baissera sur l'énergie, donc ça inclut évidemment les carburants, la TVA de 20 à 5,5%. Donc évidemment, ça fera une baisse de près de 15% du prix à la pompe pour tous les Français. Et notre priorité numéro 1, c'est le pouvoir d'achat. Et je pense que cette mesure de bon sens, qui a montré d'ailleurs et qui a ses preuves au Portugal ou au Brésil d'un point de vue macroéconomique, eh bien, nous allons l'appliquer en France dès notre arrivée au pouvoir pour rendre de l'argent aux Français. On poursuit ce débat. Si je peux juste... Sur ce point-là, nous, on pense qu'il faut développer le leasing social pour les voitures électriques, ce qu'on a commencé à faire à maximum 100 € par mois, qui a très bien fonctionné, parce qu'on a dû arrêter à ce moment-là les ventes. Je rappelle quand même, et je le redis, c'est pas possible 5% sur l'essence, c'est 15%. Et quant à la TICPE et enlever les taxes sur les taxes, moi j'aurais bien aimé qu'on puisse le faire, sauf qu'on a l'Assemblée nationale, les LR ont voté contre, et le Sénat, les LR ont voté pour. Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment on fait, en fait. Non mais alors ça c'est à vérifier, mais si vous voulez, on a toujours défendu de supprimer cette taxe sur la taxe. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose à côté qui n'allait pas du tout et qui nous a... ça c'est normal, on ne va pas vous faire plaisir en votant pour... Non mais c'est les mêmes LR, c'est des LR à l'Assemblée nationale qui votent contre et des LR au Sénat qui votent pour. Donc moi la question que je pose c'est où sont les LR en fait ? Mais les LR sont au Sénat. Quelle est la position des LR ? Mais sur ça. Parce que ça, c'est votre position. Ça, c'est votre position personnelle ou la position. Non, c'est la position des LR. Mais de quelle LR ? C'est nous qui l'avons parlé. LR Ciotti, LR Vauquier, LR Pradier, LR qui ? LR qui se trahit pas, qui change pas 3 fois de parti depuis qu'on est élu député en 2017. Moi, j'ai pas changé 3 fois de parti. Il faut regarder vos fiches, monsieur. Et puis vous, vous n'êtes pas passé au MoDem, mais vous n'étiez pas à la majorité. Ça fait que 2, ça fait pas 3. Et avant, vous n'étiez pas à l'UDI avant de non, jamais été l'UDI, monsieur. Ah non, j'étais pas encore. Et ça ne vous dérange pas que votre président François Bayrou travaille, qu'il soit nommé au commissaire au plan et on ne sait pas ce qu'il fait ? Alors, il est bénévole. Je vous invite à regarder les bols. Oui, il y a un décret qui vous montrera qu'il est bénévole. Et donc, il est bénévole. Et quel est son bilan alors ? Vous regarderez sur le site du plan. Il a emmené plusieurs rapports. Il n'a pas de bilan. Si, je vous invite, vous n'avez pas été voir ce qu'il y avait sur le site du plan. Il y a plusieurs notes, notamment, il avait mis en place, il avait indiqué comment il fallait qu'on aille sur la partie énergétique. Je vous invite à le lire, puisque tout le monde a l'air de savoir ce qu'il faut faire sur la politique énergétique de demain. Il l'a mis. Je vous invite à aller voir sur le Haut Commissariat au plan. Vous verrez qu'il y a beaucoup de notes qui ont été écrites. Et oui, M. Bayrou est bénévole sur cette mission. D'accord. Je vous propose qu'on poursuive ce débat sur France 3 avec des questions flash. C'est pour voir les positions des uns et des autres sur d'autres sujets. Je voulais vous demander des réponses extrêmement courtes, si c'est possible. Le réchauffement climatique inquiète beaucoup les Français. Question simple, on l'a un petit peu abordé. Le nucléaire, stop ou encore Brice Larrep ?
Le nucléaire, stop. On conserve les centrales qu'on a actuellement. Elles sont en fonctionnement. Et progressivement, on remplace par du renouvelable. Voilà comment il va falloir faire. Tout simplement parce que construire une nouvelle centrale, ça prend des décennies. On a pu le voir avec Flamanville, donc ce n'est pas une solution qui résoudra l'urgence. Charles-Henri Gallois, le nucléaire, stop. Le nucléaire, bien sûr, et d'ailleurs avec le nucléaire de 4e génération, j'entendais parler d'uranium. Si Emmanuel Macron n'avait pas arrêté le projet Astrid, on a assez de stocks d'uranium appauvri sur notre territoire pour avoir de l'énergie primaire, c'est-à-dire pas seulement l'électricité, mais toute énergie pendant 2000 ans. Donc le nucléaire, c'est au contraire l'énergie d'avenir et ça résoudrait le problème à la fois des déchets et le problème des importations. Et moi, je suis sidéré en fait du saccage du nucléaire par Emmanuel Macron. Perrine Goulet, même question. Encore le nucléaire, mais aussi du renouvelable. Vous pouvez détailler un peu? Bien sûr, parce que le nucléaire, c'est une énergie qui est pilotable, qui va permettre de répondre aux besoins des Français à tout moment de la journée, alors que les renouvelables ne le sont pas, mais on a besoin des renouvelables parce qu'on a besoin d'un mix énergétique. Donc on a besoin des deux. Le renouvelable tout seul ne tiendra pas, puisqu'on ne pourra pas piloter tout au long de la journée en fonction des besoins. C'est quand vous arrivez le matin ou quand vous repartez le soir, il y a des pics, et donc ça, il faut pouvoir les couvrir. Donc pour moi, il faut le nucléaire, oui, grand oui, mais aussi du renouvelable. Baptiste. Moi, surtout du nucléaire, évidemment. Des grands plans de nucléaire comme à l'époque de De Gaulle, notamment Astrid, évidemment. Arrêter la recherche sur le nucléaire, c'est une faute grave pour le pays. Et contre les éoliennes, bien évidemment, les Nivernais n'en veulent pas. Bon, ça a été vu notamment à Tannay-en-Bazois. Et aussi pour le photovoltaïque, mais non visible et pas sur les terres agricoles viables. Merci. C'est une question abrasive depuis un an. La retraite à 64 ans, faut-il abroger cette réforme? Oui ou non? Perrine Goulet, 10 secondes. Moi, je ne pense pas. J'ai vu ma coiffeuse cette semaine qui m'a dit, grâce à votre réforme, j'ai une carrière très longue, j'ai 60 ans, je pars en retraite. Donc pour moi, cette réforme, elle est juste. Brice Larrep. Il faut absolument abroger cette réforme. Pourquoi? Les travailleurs vont travailler plus longtemps, ils vont arriver à la retraite beaucoup plus usés par le travail, ça va augmenter leurs dépenses de santé, tout simplement. Baptiste Dubos. Moi, non, on garde, même nous, on proposait 65 ans. Mais c'est surtout que le plus important, c'est de remettre les Français qui ne sont pas au travail, pour vraiment qu'on travaille tous ensemble, pour que les Français vraiment travaillent ensemble et que la France s'en sorte. Donc on ne revient pas sur la réforme des retraites. Charles-Henri Gallois. Oui, il faut l'abroger, cette réforme est complètement inutile, elle coûte d'ailleurs 400 millions en net, et en fait c'est une façon de transformer des retraités en chômeurs et de baisser artificiellement le niveau des retraites. Il faut au contraire réindustrialiser la France, et relancer l'emploi, c'est la clé, c'est évidemment d'augmenter le niveau d'emploi bien plus que ce qui a été fait pour financer nos retraites. Alors la délinquance comme les incivilités sont en hausse, y compris à la campagne. Êtes-vous pour ou contre le principe du casseur-payeur? Baptiste Dubos. Évidemment, mais je pense aussi que ce qui est le plus important, c'est les courtes peines, les choses qu'on n'arrive pas encore assez et qui sont bien dissuasifs. Les courtes peines, la peine juste, et oui. Charles-Henri Gallois. Bien sûr, également, il faut rétablir les peines planchers, il faut expulser les étrangers délinquants. Je pense que les Français attendent à ce qu'on remette de l'ordre et nous le ferons. Brice Larrep. Je pense qu'il faut d'abord redonner des moyens à la justice. Aujourd'hui, on a effectivement une police qui verbalise, qui sanctionne, mais derrière, au niveau de la justice, il n'y a pas les moyens financiers pour suivre. Voilà où il faut axer notre travail. Perrine Goulet. Casseur-payeur, ça dépend. Pour moi, quand on a des jeunes qui en arrivent à casser, c'est qu'on a besoin de les accompagner au niveau, notamment tout ce qui est association populaire dans les quartiers. Et moi, je pense qu'il faut aussi aller sur le préventif. Alors oui, quand au bout du bout, on a besoin de les faire payer, oui, mais ne pas oublier non plus la prévention, ça me paraît primordial. Votre futur Premier ministre, un nom, Charles-Henri Gallois. Tout le monde le connaît, c'est Jordan Bardella, et nous construisons un projet de gouvernement, encore une fois autour des axes de pouvoir d'achat, immigration, sécurité. Jordan Bardella sera un excellent Premier ministre pour porter ses priorités. Perrine Goulet, un nom. Gabriel Attal. Vous gardez le même? Je garde le même. Pourquoi? Parce que Gabriel Attal est quelqu'un de courageux, quelqu'un aussi qui sait faire face à l'adversité, qui ne se défausse pas quand il est en majorité relative, qui ne rechigne pas devant l'obstacle, contrairement à M. Bardella qui fixe dès maintenant ses conditions, ce qui veut dire qu'il a déjà peur. Donc moi, je garde Gabriel Attal pour son courage. Baptiste Dubost. Pourquoi pas Laurent Wauquiez, qui est en campagne pour les législatives, ou David Lisnard, deux hommes de très bonne qualité et qui ont vraiment envie de réformer et d'améliorer le cadre de vie des Français. Brice Larrep. Nous, ce sera une proposition du groupe qui aura le plus gros nombre de députés à l'Assemblée. On verra à ce moment-là. Jean-Luc Mélenchon, c'est une possibilité, c'est une éventualité ou c'est exclu? C'est une éventualité comme d'autres. Donc c'est possible? C'est une éventualité comme d'autres. C'est important pour les gens de savoir quand même pour qui ils vont avoir au pouvoir quand on vote? En fait, on ne vote pas pour un gouvernement. Là, on vote pour élire des députés, ceux qui vont faire la politique de la nation. Donc Jean-Luc Mélenchon est une possibilité, ce n'est pas la seule.
on verra ça avec nos partenaires. Alors, on vient d'entendre quel serait votre chef de file, en tout cas à 3 d'entre vous. Voilà qui nous amène à la question d'après. Si vous arrivez au pouvoir, quelle serait, selon vous, la première mesure à prendre ? La première mesure, je l'ai dit, c'est de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Donc nous baisserons la TVA sur l'énergie. Bien évidemment, d'un point de vue de l'indélinquance, nous rétablirons les peines planchers, nous expulserons les étrangers délinquants. Ce seront les premières mesures immédiates. Et dans un second temps, après un audit des dépenses publiques, nous chercherons à arrêter toutes les dépenses inutiles et à mettre en œuvre nos autres réformes, c'est-à-dire la TVA à 0% sur les produits de première nécessité, et c'est-à-dire également justement ce dont je vous parlais, c'est-à-dire d'aller sur d'autres types de réformes, notamment ce dont on a parlé tout à l'heure. Au niveau des finances publiques, je pense qu'il y a beaucoup d'économies à faire là-dessus, dans l'administration, dans les régions, des dépenses qui ne toucheront pas un centime aux Français. Nous, on veut rendre du pouvoir d'achat aux Français en supprimant les dépenses inutiles et on va évidemment s'atteler à le faire. Et on saura lesquelles, j'imagine, dans quelques semaines. Votre première mesure ? L'une des non, c'est vraiment diminuer les dépenses de l'État. Je veux dire, il faut faire des économies, il faut montrer aux Français que l'État et que le gouvernement et les instances de l'État doivent faire des économies. Mais sur quoi, par exemple ? Mais plein de choses, notamment on a des faux numéros de sécurité sociaux, on a des gens qui touchent des prestations indûment, alors qu'on commence à dérembourser des médicaments on parle de rupture aussi, on n'a pas parlé de rupture de médicaments, mais si on avait cette manne d'argent en plus, on pourrait acheter ces médicaments plus chers et ne pas avoir de rupture. Donc, notamment sur la santé et réformer aussi la justice, bien sûr. Perrine Goulet. Moi, la première mesure, c'est la réforme qu'on veut mettre à nouveau sur les charges sociales afin de redonner encore un peu plus de pouvoir d'achat aux travailleurs. Ça va de pair avec la prime d'Emmanuel Macron qu'il faudrait pousser à 10 000 euros. Sans oublier pour moi la mutuelle à 1 euro. On sait que dans la Nièvre, le département le fait aussi et je pense que c'est une bonne mesure à généraliser à tout le pays qui atteint les plus faibles. Et puis enfin, et je pense que c'est le plus important, une réforme institutionnelle. On n'a pas été au bout sur le premier quinquennat, notamment parce qu'il y avait un blocage au Sénat, mais je pense que là, le vote de sanctions de dimanche prouve bien qu'on a besoin de réformer nos institutions et donc notamment proportionnelle, notamment voir la proportionnelle comme on l'avait proposé, mais aussi redonner de la démocratie comme un peu Yaël Braun-Pivet l'a fait à l'Assemblée nationale en proposant des possibilités de faire des référendums sur le site de l'Assemblée nationale. Bref, je pense qu'il faut qu'on réforme nos institutions. Brice Larep. Nous, c'est un ensemble. On n'en a pas une seule, on en a plusieurs. Les plus importantes, c'est déjà de passer le SMIC à 1 600 euros net et d'indexer les salaires sur l'inflation. Comme ça, au moins, les salaires suivront les prix. Et en parallèle, abroger cette réforme des retraites à 64 ans et indexer les pensions sur l'inflation également. Si vous êtes élu, chacun, quel domaine vous allez prioriser ou dans lequel vous allez agir, vous, Brice Larep? Vous êtes un petit peu en retard en temps de parole. Oui, moi, ce sera principalement sur l'écologie et sur la planification écologique. Un domaine qui a été totalement dévoyé par Bayrou et par ce haut-commissariat au plan qui n'a absolument rien fait. Je veux dire, on entend parler de notes, mais concrètement, on ne voit rien. On ne voit rien. On a mis en place un plan de leasing social pour les voitures électriques. Les voitures électriques, ça ne va rien changer. Ça ne va pas baisser les dépenses nécessaires pour l'entretien du réseau routier. On a tout intérêt à investir dans le rail. Perrine Goulet, je vous entends marmonner, chuchoter. Non, enfin, c'est n'importe quoi. Un commissaire au plan, c'est pour donner une trajectoire et après, c'est au gouvernement de décider. Donc, c'est normal qu'il n'y ait rien. Enfin, à un moment, vous ne connaissez pas les institutions. Enfin, voilà. Oui, donc... Votre dossier prioritaire, dans votre circonscription, si vous êtes élu? Ça sera évidemment l'économie, le pouvoir d'achat. Et pour ce qui est... D'accord, ça sera comme vous me l'avez dit tout à l'heure. Exactement, et pour ce qui est de la Nièvre, il y a la problématique des déserts médicaux qui est fondamentale. Et il y a la question dont on n'a pas parlé, ce dont je regrette, c'est nos agriculteurs qui, de par les normes complètement absurdes définies par l'Union européenne, de par les traités de libre-échange, notamment celui avec le Mercosur que l'Union européenne va relancer juste après ces élections européennes. Donc c'est-à-dire demain, on met en concurrence nos agriculteurs avec des pays qui ne respectent pas du tout les mêmes normes sociales, écologiques et autres. Et donc, c'est une mort assurée pour nos agriculteurs. Et moi, je me battrai évidemment pour nos agriculteurs qui sont le poumon et le sang de la France. Et je pense qu'ils sont à l'heure actuelle abandonnés. Et c'est dramatique quand on regarde les filières élevage, les filières fruits et légumes. Il faut évidemment être aux côtés de nos agriculteurs et je le ferai bien évidemment.
Baptiste Dubost. La santé, la place du médicament, la place des médecins. Vous êtes pharmacien ? Oui, moi j'ai des amis, là j'en ai parlé avec un ami aujourd'hui qui est en études de médecine. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu déciderais de faire ? Et moi, donc peut-être pas à 100%, mais il serait capable de venir travailler 1 jour et demi par semaine dans la Nièvre. Donc c'est déjà quelque chose, mais le plus important c'est qu'on reste en contact avec ces étudiants qui viennent de la Nièvre pendant leurs études. C'est eux qui seront le plus aptes à revenir dans le département. Donc la santé, bien évidemment, les agriculteurs. On a voulu leur faire un permis pour le tracteur, on a voulu taxer encore le GNR. Dire, on essaye de les racketter par tout ce qui est possible. Donc c'est inadmissible. Ils sont rackettés, les agriculteurs, Perrine Goulet ? Alors moi, ça me fait un petit peu rire quand on a quelqu'un de chez vous qui dit qu'il espère au moins que la corde était française quand on parle du suicide des agriculteurs. Je pense que le mépris que le Rassemblement national a pour les agriculteurs est quand même très fort. Vous parlez de Julien Audoul. Exactement. Et là, je prends vraiment, vous me faites bien rire quand on parle des agriculteurs parce que vous n'avez pas voté, en tout cas, votre groupe n'a pas voté la loi d'orientation agricole. Vous rigolez, vous avez signé les accords de libre-échange encore dernièrement avec la Nouvelle-Zélande. J'attends de voir comment vous allez expliquer aux viticulteurs de Pouilly qui ne pourront plus échanger avec le Canada parce que vous allez interrompre les traités de libre-échange. Mais je vous attends. Vous n'exportez pas avant, vous avez beaucoup de mal avec le commerce international. Vous n'avez pas besoin d'accords de libre-échange pour exporter. Comme quoi vous ne connaissez pas votre territoire. Vous ne connaissez pas le dossier, madame. Non, mais vous pensez qu'il y a besoin d'un accord de libre-échange pour exporter ? C'est une blague, madame. Vous êtes députée ? Alors, est-ce que je peux parler ou pas ? Vous êtes députée, mais c'est une blague. Honnêtement, d'un point de vue économique, c'est tragique. Peut-être qu'il serait intéressant rapidement, parce qu'on arrive aux conclusions. Il a beaucoup plus parlé. Perrine Goulet, vous répondez, s'il vous plaît. Donc moi, je suis très intéressée pour voir comment vous allez dire aux viticulteurs qui ne peuvent pas continuer à exporter, est-ce que vous allez arrêter les traités de libre-échange. Quant au GNR, je reviens sur le GNR. Justement, on a fait une réforme qui permet que maintenant ce soit en pied de facture, donc ils n'auront plus besoin d'avancer le GNR comme c'était le cas depuis très longtemps. Et puis, en tout cas, moi, je suis très fière de ce qu'on a fait ensemble et qu'on va continuer à faire avec les agriculteurs, notamment sur l'atelier de découpe de Saint-Benin-d'Azy. Et je porte fortement le dossier de Cône-sur-Loire sur l'abattoir parce que c'est ça, soutenir les agriculteurs. Merci Perrine Goulet. Pour finir cette émission, on vous a demandé à chacun d'apporter une photo qui vous tient à cœur, une photo qui, pour vous, symbolise votre combat en politique. Et c'est vous, Perrine Goulet, qui commencez. Voici votre photo. On va la découvrir. Allez-y, décrivez-la nous. Alors cette photo, c'est tout ce que je suis, c'est-à-dire une députée de terrain qui va dans sa ruralité, qui aime son territoire. C'est une école rurale avec des professeurs merveilleux, parce que pour moi, vous le savez, l'enfance est primordiale et on a besoin d'enseignants dans lesquels on fait confiance. Et donc pour moi, c'est le symbole de ce que je suis, une députée de territoire engagée pour les droits des enfants qui sont notre avenir. Merci beaucoup Perrine Goulet. Même question, quelle est votre photo, Brice Larep ? Vous pouvez nous la décrire, elle va arriver. D'accord, mais moi j'ai choisi la gare de Nevers. Comme j'ai pu l'aborder déjà dans un premier temps, il faut absolument un grand plan rail. C'est nécessaire pour la transition écologique dont nous avons besoin. Il faut absolument déclarer un moratoire sur les grands projets autoroutiers et sur les fermetures de petites lignes. Il faut rouvrir des petites lignes partout là où c'est possible. Et il faut absolument aller vers un abonnement fixe pour tous. Je dis bien pour tous, pour que les citoyens puissent avoir des frais de déplacement qui soit le plus fixe possible et ainsi pouvoir avoir un budget plus facile à gérer. Et pour terminer, avant de construire des nouvelles lignes, il faut déjà voir pour optimiser celles déjà existantes, notamment celle du Lyon-Turin qui existe déjà et qui tourne aujourd'hui à 1/3 de ses possibilités. Charles-Henri Gallois, votre photo, on va la découvrir. C'est une maternité, expliquez-nous. Bien sûr, c'est la maternité de Cône-sur-Loire dont je parlais tout à l'heure. C'est le symbole en fait de l'abandon de nos territoires, c'est le symbole de l'incohérence de la Macronie qui nous parle de réarmement démographique mais qui ferme des maternités évidemment à Cône-sur-Loire mais ailleurs sur le territoire national. Et je pense que cette question des déserts médicaux, elle est fondamentale pour les Nivernais, elle est fondamentale pour les Français qui habitent en zone rurale et périphérique. Et ça va être un des enjeux majeurs en fait de réapproprier ces territoires, de redonner une visibilité. Nous avons cette mesure d'exonération des impôts pour que les médecins puissent revenir travailler. Et je pense que ça va être un des grands enjeux en fait, des années à venir et nous serons au rendez-vous avec les Français. Merci beaucoup. Et puis enfin, je me tourne vers vous, Baptiste Dubost. Quelle photo vous tient à cœur ? Qu'est-ce que vous avez choisi ? J'ai choisi le centre-ville de Nevers, mais il y a un certain temps, quand c'était rempli, plein de commerces, aucune boutique fermée et des animations. Donc là, les Neversois vont reconnaître les boutiques Raoul, Sigrand, et après il y avait aussi le Printemps, les nouvelles galeries, voilà. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ? Parce que j'en veux beaucoup aux politiques, parce que je n'ai pas connu ça. J'ai connu des boutiques à moitié fermées, des centres-villes à moitié... Voilà. Et on souhaite, tous les Nivernais souhaitent, et ils vont en centre-ville, ils continuent à y aller, et ils se désolent de tout ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est aussi un de mes engagements que je souhaite appliquer. C'est vraiment faciliter, aider les commerçants à accueillir et à dynamiser ces centres-villes. À Cône, cette semaine, il y a une boutique qui a fermé en centre-ville.
Merci à tous les 4 pour d'être venus débattre ici sur ce plateau. On vous souhaite une bonne fin de campagne. C'est la fin de cette émission. Merci à vous. Pour être complète, je vais rappeler que 2 autres candidates sont engagées dans cette course aux législatives. Il s'agit de Chantal Varela pour Debout la France et Geneviève Lemoine pour Lutte ouvrière. On vous donne rendez-vous à tous les 4 dans 11 jours, dimanche 30 juin, sur notre plateau pour notre grande soirée électorale. Ce sera à partir de 19h53. Et puis d'ici là, évidemment, d'autres débats sont à suivre sur France 3 Bourgogne dès dimanche matin avec Éric Sicot et puis mercredi prochain à la même heure avec Gabriel Talon. Passez une très belle soirée. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt sur la même chaîne. Merci.